Alaikum, mes chers étudiants, nous allons continuer notre cours de Management 2 avec un nouveau chapitre. Alors aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 4, la théorie de la décision. Dans les explications des fondements de l'école de la décision, nous devons savoir que Eber Shaiman, c'est le fondateur de cette école qui considère que la fonction essentielle des dirigeants, c'est la prise de décision. Donc les dirigeants, dans leur bureau, qu'est-ce qu'ils font chaque jour? Ils prennent des décisions. Un dirigeant, c'est sa fonction essentielle. La décision est la partie la plus intangible d'une politique générale d'une entreprise ou d'une organisation. Elle constitue pourtant l'une de ses principales ressources, puisqu'à travers elle, la vision, les idées, les projets des personnes peuvent se transformer en actions stratégiques. Et la politique d'une organisation, لكن هو من أهم الموارد principale ressource ديال une vision ديال رؤية ديال une idée ديال فكرة ديال projet ديال مشروع ديال les personnes qui peut se transformer اللي غيرجع لنا une action et stratégique en plus. Donc la décision, c'est une ressource d'une action stratégique. شكون اللي خلانا نبنيو هاد المشروع نكونكريتيزاو هاد l'idée, c'est une prise de décision un jour. خدنا واحد القرار في واحد النهار. La décision stratégique, ici, il y a le mot stratégique. Hein. La décision stratégique peut être définie comme un processus, donc un ensemble des étapes par lequel une entreprise passe d'une position stratégique à une autre. Et je peux donner plusieurs exemples d'une décision stratégique. Donc vous avez connu déjà la stratégie, d'accord? Ici, on a ajouté le mot décision. Ça veut dire qu'il y a un processus pour le choix d'une stratégie. L'entreprise غتمر بعدة مراحل في اتخاذ القرار من أجل اختيار استراتيجية المقاولة. La décision constitue bien un choix en termes de stratégie كما قلنا دابا. Donc يقد القرار يكون متعلق باستراتيجية المقاولة, de structure, donc de son organisation, ou de management d'entreprise. Exemple, نقدروا ناخذوا القرار في stratégie المقاولة, on va opter pour une stratégie de spécialisation, on va concentrer tout l'effort de l'entreprise vers un seul produit, et ça c'est une stratégie de spécialisation, mais la décision, avant sa concrétisation, elle est passée par plusieurs étapes, le processus décisionnel. باش غادي concrétiser ou نديروا une structure X, avant, nous avons pris une décision. Ou dit que la décision, c'était une décision qui a pris un ensemble d'étapes. Le processus décisionnel. Ou le management d'entreprise, par exemple, le management des ressources humaines, nous allons prendre une décision, par exemple, d'augmenter les salaires. Ici, c'est une décision qui a une relation avec le management d'entreprise. Mais cette décision a été passée par un ensemble d'étapes, ce qu'on appelle le processus décisionnel. Dans ce cours, nous allons voir deux conceptions fondamentales de la prise de décision, qui sont 1. Le modèle décisionnel classique, 2. Le modèle organisationnel développé par Eber Shaiman. Malgré qu'il existe une troisième conception qui est le modèle politique que je l'ai négligé dans ce cours, dans ce semestre, mais qui sera bien explicité dans les prochains semestres. Alors commençons par le modèle décisionnel classique. Ici, la décision est assimilée au raisonnement d'un acteur unique qui cherche à maximiser ses fins avec les moyens dont il dispose. Donc ici, la décision se base sur la raison, sur la logique d'un acteur, quel que soit un consommateur ou un producteur, qui cherche à maximiser, avoir le maximum de réalisation de ses objectifs avec les moyens dont il dispose. Et vous avez déjà vu ça
en microéconomie, par exemple, un producteur qui va chercher à maximiser son profit, mais tout en avec le budget dont il dispose. Cette logique de rationalité, de calcul, conduit l'acteur à examiner toutes les possibilités d'action susceptibles de lui permettre d'atteindre ses objectifs. Tant que l'acteur, quel que soit consommateur ou producteur, est un homme rationnel qui fait ses calculs à travers, sur la base de cette rationalité, il peut examiner, il peut évaluer les possibilités qui peuvent atteindre et maximiser son objectif. Par la suite, après cette examination, après cette évaluation des possibilités, des alternatives devant un acteur rationnel, il va effectuer un choix. Le décideur effectue le choix. Mais ce choix qui va maximiser son résultat, bien sûr, et qui va maximiser son résultat selon les moyens dont il dispose. Par exemple, un producteur qui a 3 combinaisons de production avec un même budget. Il va choisir la combinaison la plus optimale. C'est quoi la solution la plus optimale qui maximise son profit, mais en respectant toujours son budget. Et ici, ce choix qui est effectué par ce décideur, qui maximise son objectif, car l'acteur, tant qu'il est rationnel, il cherche l'optimum, c'est-à-dire la solution optimale. Donc, c'est quoi une solution optimale? Celle qui maximise le résultat avec le moyen dont il dispose un acteur, quel que soit producteur ou consommateur. Le modèle décisionnel classique, il a été privilégié lentement dans les choix des investissements tel qu'il était formulé par les spécialistes de la gestion financière. Donc ce modèle décisionnel s'appliquait dans les choix des investissements. Comment? Le choix d'investissement, selon les spécialistes de la gestion financière, se découpe en 3 phases. La première phase, c'est la détermination des objectifs prioritaires de la politique d'investissement en fonction de la stratégie. Donc, المرحلة الأولى يلا غادي نحددوا الأهداف حسب الأولوية لسياسة الاستثمارات على حسب استراتيجية المقاولة. Après, la phase 2, l'évaluation de chaque projet d'investissement. Donc, une examination de chaque projet. Il y a plusieurs alternatives, il y a plusieurs possibilités. Donc, il faut faire un choix. Mais avant de faire le choix, il faut faire une examination. Je peux dire que l'examination, le modèle, il considère que l'homme, c'est un acteur rationnel. La phase 3, il dit que tant que vous avez fait l'évaluation, vous avez plusieurs alternatives. Donc, vous allez avoir une prise de décision sur un seul projet. Ou généralement, le projet, c'est celui qui maximise le résultat de l'acteur avec les moyens dont il dispose. Alors, le modèle de Harvard, pourquoi on le considère que c'est l'un des modèles parmi les modèles classiques de prise de décision? Car il repose sur les mêmes postulats que ce dernier. 1. L'acteur, qui est l'entreprise, elle est parfaitement rationnelle. Une entreprise ou une firme qui est parfaitement rationnelle, ça veut dire l'entreprise peut tout prévoir, peut tout calculer. D'accord? C'est une rationalité qui est parfaite. Et deuxième postulat, que l'acteur, qui est l'entreprise, elle détient une information parfaite et complète. D'accord? Il détient des informations complètes et parfaites. Alors, ce modèle de Harvard, il consiste à la formulation de la stratégie d'une entreprise qui repose sur cette conception classique de prise de décision qui est la rationalité parfaite. Alors, le modèle de Harvard, il n'est pas fait pour une prise de décision pour déterminer la structure d'une entreprise. Il n'est pas fait pour déterminer une prise de décision ou pour prendre une décision sur le management d'entreprise.
il concerne que la prise de décision stratégique. Il repose sur une conception classique de prise de décision, ça veut dire il repose sur un postulat de base principal que l'entreprise elle a une rationalité parfaite. Le modèle de Harvard considère la firme en tant qu'un système qui agit comme un acteur parfaitement rationnel. L'entreprise, la firme, l'organisation, c'est un acteur parfaitement rationnel. Il peut tout prévoir, tout calculer, elle a toute l'information nécessaire pour faire des calculs, des prévisions. L'approche de ce modèle consiste à l'analyse des opportunités et des menaces. Alors, de l'environnement. Alors, l'environnement, tu as l'entreprise, tant que l'acteur, l'entreprise, elle est parfaitement rationnelle, donc elle a la compétence, elle a la capacité d'analyser les opportunités, le foras, et les menaces الحوايج اللي يهددوها في l'environnement ديالها. هذه الأولى. يعني قبل ما غادي نختار الاستراتيجي ديالي أول حاجة غادي نشوف هذاك البيئة ديال المقاولة ونحلل الفرص والتهديدات اللي تيجوني من البيئة ديال الشركة. علاش غادي ندير هذا التحليل؟ لأن l'entreprise elle est considérée en tant qu'acteur rationnel. Et elle va aussi analyser les forces et les faiblesses internes à l'organisation. غادي ثانيا في المرحلة الثانية غادي دير تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف اللي داخل الشركة أو المقاولة. Pour ça, et comme ça, elle va déterminer un ensemble يكون عندنا مجموعة ديال les actions, des possibilités d'action stratégique. يكون عندنا plusieurs possibilités, plusieurs alternatives, et enfin, elle va essayer d'évaluer les alternatives et elle va faire un choix stratégique. ودي اللي مهم هنايا. يعني le modèle d'Harvard, il s'intéresse au choix stratégique, à la prise de décision stratégique, à la détermination de la stratégie d'une organisation. Alors, dans cette diapositive, j'ai défini un mot-clé qui n'a été pas mentionné dans le support ou dans le polycopier que vous avez sous format PDF. Alors, dans une partie dans la théorie de la décision, on vous a mentionné que tant que la firme est un acteur rationnel, il va faire une analyse de l'environnement externe. Cette analyse repose sur l'analyse des opportunités et des menaces et une analyse interne de l'organisation qui concerne l'analyse des forces et des faiblesses. Pourquoi? Pour dégager les facteurs clés de succès et des compétences distinctives. Alors moi, j'aimerais bien définir les FCS, les facteurs clés de succès. Les facteurs clés de succès, c'est toute activité, toute capacité qui est nécessaire à la réussite pérenne d'une entreprise sur son marché. Alors, يقول لنا بأن هذه الفاكتور clés de succès هما بعض هي واحد القدرة ضرورية من أجل نجاح المقاولة في لو مارشي ديالها. وهذا النجاح اللي هو durable, d'accord, pérenne, دائم. Lorsque je dis une réussite dans un marché, ça veut dire une réussite par rapport aux concurrents. Donc بالعربية هما بعض القدرات بعض الأكتيفيتي اللي تديرهم المقاولة وهما اش كتعرف دير المقاولة اللي خلاتها ناجحة بارابور لي كونكورون ديالها. وهذا النجاح تيكون واحد النجاح اللي هو دائم. D'accord? Alors leur maîtrise, la maîtrise de ces facteurs clés de succès, il permet à l'entreprise de s'assurer d'un avantage concurrentiel. Donc ici, l'entreprise, s'il a des facteurs clés de succès, il va avoir un avantage qui va la distinguer de ses concurrents. Alors le modèle de Harvard, qui consiste à la prise de décision stratégique, passe par l'analyse de l'environnement externe, des opportunités et des menaces, et l'analyse interne de l'organisation en analysant les forces et les faiblesses, s'appelle SWOT, ou en français MOF, menaces, opportunités, forces et faiblesses.
c'est un outil qui permet le diagnostic stratégique. D'accord? C'est un outil de diagnostic stratégique de l'entreprise. Alors, les postulats du modèle SWOT. Le modèle d'Harvard est un modèle rationnel, soulignez bien rationnel, de prise de décision stratégique qui repose sur des postulats implicites. Donc, le modèle SWOT qui consiste à l'analyse de l'environnement externe, l'analyse des opportunités et des menaces, et en interne, l'analyse des forces et des faiblesses. C'est un modèle de décision stratégique, ça veut dire qu'on tire la stratégie de l'muqawala, et ce qui est très important, c'est un modèle qui repose sur une rationalité parfaite. Donc les postulats de ce modèle, 1. Le décideur a des préférences claires et il est le seul à décider des objectifs à atteindre. Généralement, on a le décideur, généralement, on voit le dirigeant. Il a la prise de décision stratégique. Il a des préférences, il a des alternatives, il a des choix et c'est lui le seul qui va fixer les objectifs de l'entreprise. 2. Il possède une information parfaite. Il détient, il connaît tout ce qui passe dans l'environnement de son entreprise de façon complète et parfaite. 3. Le changement est fonction de la volonté du décideur unique et rationnel. Donc, déjà, le décideur unique, nous connaissons ça. Le changement, d'accord, il est à la volonté de ce dernier et prenons en considération, c'est lui qui va fixer les objectifs, c'est lui qui peut seul changer et c'est lui qui détient une information parfaite et complète. Alors c'est un décideur unique qui est rationnel, que sur la base de ces informations, il peut tout prévoir, il peut tout calculer. C'est un homme rationnel. Après avoir présenté le modèle SWOT et déterminé ses postulats de base, maintenant nous présentons les étapes, la démarche du diagnostic stratégique sur la base de ce modèle. Donc, pour prendre une décision stratégique, nous devons passer par 2 grandes étapes essentielles. La première, c'est l'analyse externe de l'environnement. Une analyse de l'environnement externe macro. Donc, on va analyser l'environnement politique, économique, sociodémographique, technologique, écologique et légal, et une analyse du micro-environnement, donc des relations avec les fournisseurs, justement le pouvoir de négociation, avec les clients aussi, les relations avec l'État, les relations avec les substituts, les relations avec les concurrents, etc. Après cette analyse de l'environnement macro et micro, on va déterminer quelles sont les menaces et quelles sont les opportunités dans cet environnement externe. هذا l'environnement هذه البيئة الخارجية للمقاولة شنو هما les éléments اللي كيهددونا وشنو هما les éléments اللي كيعطيونا فرص l'entreprise ديالنا. هذا l'élément l'axe 1. L'axe 2, on va faire une analyse interne de l'entreprise. Lorsqu'on fait une analyse interne de l'entreprise, généralement on analyse les moyens et les ressources de l'entreprise. Les ressources financières, les ressources humaines, les ressources matérielles, donc technologiques et techniques, etc. Pour déterminer quels sont les points forts et les forces de l'entreprise et quels sont les éléments, d'accord, qui présentent une faiblesse pour l'entreprise. Après cette deuxième analyse, le décideur peut faire les choix stratégiques. Et lorsque je parle de choix stratégiques, par exemple, détermination du choix de l'entreprise, du choix stratégique de l'entreprise. Le choix qu'on va, par exemple, faire changer et passer de la stratégie de spécialisation dans un seul produit à la stratégie de diversification. Quand nous avons
spécialisation على un seul produit dans un domaine d'activité دابا غادي نخدموا زوج كنا تنديروا غير les portables دابا غادي نديروا les portables ou les réfrigérateurs par exemple. Un autre choix stratégique خدامين بوحدنا بان لينا بلي ان كاين واحد لونتربريز بغات تشارك معنا دير معنا اون فيزيون داكور دونك كنا اون انتربريز ا هي كانت اون انتربريز بي غادي نتشاركوا نديروا اون فيزيون ندمجوا ولا غتولي اون انتربريز ا بي بان لينا ان سارتان مومون ان شوا استراتيجيك بلي اننا نحلوا واحد لوزين كان عندنا اون ايزين في وجده وبان لينا نزيدوا on fait un investissement, la création de nouvelles chaînes de production, par exemple, Casablanca. Un autre choix stratégique, nous avons une production qui a été commercialisée au niveau du pays, d'accord? Donc c'est local. À un certain moment, un choix stratégique, on va opter pour une stratégie d'internationalisation d'entreprise. On va exporter nos produits et notre production. Comme nous avons déjà dit qu'il existe trois grandes théories dans l'école classique, nous traitons dans ce cours que les deux. Donc la première, c'était l'école classique, en intégrant le modèle d'Harvard, des choix stratégiques. Maintenant, la deuxième théorie, c'est la rationalité limitée, d'accord, qui était proposée par Eber-Simon. Alors, Eber-Simon va s'opposer au postulat de rationalité parfaite proposé par les chercheurs d'Harvard en proposant un concept dit de rationalité limitée ou encore de rationalité procédurale. Alors, c'est Goulina Eber-Simon, أنه ضد الفكرة ديال اللي تنطلقوا منها les chercheurs d'Harvard تيقولوا لنا بلي أن le dirigeant, le décideur, c'est un acteur à une rationnelle parfaitement ou là à une rationalité parfaite. Ça veut dire peut tout prévoir, peut tout connaître, peut tout calculer pour prendre une décision. Tu connais l'acteur une rationalité mais qui est limitée, محددة وليست absolue. Alors pour Eber-Simon, la rationalité n'est pas parfaite, elle est limitée car, pour deux raisons. Un, cette rationalité est contrainte par la structure administrative. C'est-à-dire qu'il y a une obligation et enfin une force dans certains cas d'entreprise de la structure administrative. Déjà, Eber-Simon critique le modèle d'Harvard car il ne prend pas en considération les conflits d'intérêts et de pouvoir internes dans l'organisation. Ainsi, il se base sur des postulats que seul le dirigeant qui prend des décisions stratégiques dans l'entreprise et que celui seul qui a la volonté de changement. Deux, l'environnement influence la stratégie. La prise de décision est en gros de partie une activité de traitement de l'information. Donc يقول لنا ان المعلومه واتخاذ القرار اتخاذ القرار يعتمد على شكل كبير ولا بشكل كبير على تحليل المعلومه. Et qui va faire ce traitement de l'information, c'est l'individu. Or, l'individu a une capacité limitée pour acquérir et traiter cette information, car les informations dont il dispose ne sont pas complètes et ses capacités de synthèse, d'analyse et d'abstraction sont limitées. تقول لنا بلي ان l'individu اللي غيتاخذ هذا القرار غيدير معالجه المعلومات ولكن هذا الانديفيدو راه عنده قدرات محدده من اجل جمع ومعالجه المعلومات. ثانيا المعلومات اللي عنده هما معلومات اللي هي incomplètes ou toute capacité soit de synthèse soit d'analyse ou d'abstraction pour un individu sont limitées. Pour ça, Eber-Simon qui dit que cet individu, il ne peut pas déterminer la meilleure solution avec les informations qu'il possède. Il ne peut pas déterminer la meilleure solution avec les informations qu'il possède. Il y a des informations qui sont incomplètes. L'individu ne pouvant donc pas choisir la solution optimale. Il a معلومة
complète وما عندوش القدرات وعنده قدرات limitées, ça veut dire ما عادش يقدر ياخذ la solution, la meilleure solution اللي هي سميناها la solution optimale. ولا عقلتوا هضرنا على la solution optimale, ça veut dire le choix d'une solution qui maximise les objectifs tout en respectant, donc c'est la meilleure combinaison qui maximise l'objectif avec les moyens dont dispose un acteur. Alors lorsque l'individu ne peut pas choisir la solution optimale car il a des informations incomplètes, il a des capacités de synthèse, d'abstraction, d'analyse limitées, donc l'individu, l'acteur a une rationalité qui est limitée. Alors après avoir vu pourquoi la rationalité est limitée et elle n'est pas parfaite pour Hébert Simon, nous allons voir la relation entre la prise de décision et la rationalité limitée pour Hébert Simon. Pour Hébert Simon, souvent la décision est déclenchée par des problèmes organisationnels et que le décideur est fortement influencé par son environnement organisationnel qui sont les règles de gestion, les jeux d'influence de la hiérarchie. Alors le paragraphe est divisé en deux. Dans la décision qui la déclenche, c'est dans des problèmes organisationnels. Et là, Hébert Simon veut nous expliquer qu'il s'oppose au modèle classique. Le modèle classique, qu'est-ce qu'il dit là? On doit commencer, fixer les objectifs. 2, examiner et évaluer les alternatives et les solutions possibles. 3, le choix. Mais un problème organisationnel, c'est lui qui va déclencher un processus de décision. Le décideur est influencé par son environnement organisationnel, les règles de gestion, les jeux d'influence de la hiérarchie. Hébert Simon, ici, il s'oppose au modèle d'Harvard. Car le modèle d'Harvard se base sur un postulat, sur deux postulats. Le premier qui préconise que seul le dirigeant qui prend des décisions stratégiques dans l'entreprise. 2, c'est le dirigeant qui est le seul à la volonté de changement. Non. Alors, le décideur, il est influencé dans son processus de décision par la hiérarchie. 2, le décideur dans son processus de décision sera conduit à choisir des solutions satisfaisantes et non optimales. Il y a le muhimma, l'apport de Hébert Simon. Pour Hébert Simon, un décideur ne cherche pas une solution optimale, mais il cherche une solution satisfaisante. Il y a un problème organisationnel ou qui va déclencher la prise de décision. Ou bien le décideur il est influencé par la hiérarchie, donc le décideur est dans une situation qui va chercher des solutions satisfaisantes et non optimales. Que l'individu il a des capacités limitées ou il n'a pas une connaissance parfaite de son environnement et une information complète. Pour ça, il ne peut pas choisir des solutions optimales. Alors, selon Hébert Simon, le décideur n'a pas une vision globale de l'environnement de l'entreprise. Alors, on a annulé le modèle d'Harvard. Laissez une analyse de l'environnement externe, macro et micro. Hébert Simon, vous ne pouvez pas avoir une vision globale d'environnement économique, sociodémographique, technologique, etc. Pourquoi? Car, toujours, l'individu a une capacité limitée. Alors, toujours selon Hébert Simon, le décideur, il n'a pas de préférence claire. Le modèle classique. Le modèle classique, il a des préférences, où il va faire des choix sur la préférence ou sur la solution qui va maximiser ses objectifs. Et là, Hébert Simon, que le décideur lui-même, il n'a pas de préférences qui sont claires. Le décideur ne cherche pas à maximiser les conséquences de ses choix,
là, il y a une relation, bien sûr, avec le deuxième point, que le décideur ne cherche pas des solutions qui sont optimales, donc ne cherche pas à maximiser son objectif avec les moyens dont il dispose, mais il cherche une solution satisfaisante. Alors, avant d'aborder les types de décisions définis par Hébert-Seymour, il est important de savoir que ces travaux se basent sur deux éléments importants. Le premier est que la décision est déclenchée par des problèmes organisationnels. Deux, le décideur est conduit à faire des choix qui sont satisfaisants. Donc, choisir des solutions satisfaisantes et non pas des solutions qui sont optimales. Il remet en cause la question de l'optimum dans ses travaux. Pour ceci ou dans ce sens, il nous donne deux types de problèmes organisationnels avec deux méthodes de résolution et de prise de décision d'une solution satisfaisante. Pour Hébert-Seymour, si le problème organisationnel est connu, le décideur va appliquer à celui-ci le processus qu'il connaît pour tenter de le résoudre. Donc ce sont des décisions routinières et répétitives. Hébert-Seymour كيقول بأن إلى المشكل في المقاولة معروف راه غادي اللي غادي تاخذ القرار غادي يطبق على هذا المشكل واحد مجموعة من المراحل اللي هو كيعرفهم وغادي يكون يدير محاولة ديال أنه يلقى حل لهذا المشكل. وجينيرالمون هاد المشاكل كنتاخذوا فيهم قرارات اللي هي روتينيه وكتعاود في المقاوله. Alors pour Hébert-Seymour, si le problème n'est pas connu, le décideur va en premier lieu chercher une solution nouvelle. Donc le décideur يقلب لنا على واحد الحل جديد. Ce qui est selon Hébert-Seymour peu fréquent en pratique. Sinon, il va chercher à rapprocher ce problème qui n'est pas connu à un problème qui est connu. يحاول يقرب لنا هذا البروبليم اللي ما معروفش لواحد البروبليم اللي معروف et dont il va appliquer une solution routinière par proximité. Alors si on veut faire une petite synthèse de l'apport de Hébert-Seymour, 1. Il démontre que les processus de résolution des problèmes obéissent à des solutions satisfaisantes et en aucun cas à des solutions optimales. La décision, ce qui la déclenche, c'est les problèmes organisationnels. Pour résoudre un problème organisationnel, nous devons prendre une décision. Cette décision, c'est le choix d'une solution satisfaisante et non pas une solution optimale. 2. Le décideur est fortement influencé par son environnement organisationnel, par des règles de gestion propres à l'entreprise et par des jeux d'influence au sein de la hiérarchie organisationnelle. Lors de la prise de décision, le décideur peut être impacté, influencé par les règles de gestion et par la hiérarchie organisationnelle. 3. La prise de décision dans le modèle organisationnel élaboré par Hébert-Seymour peut être défini comme une situation de rationalité limitée par une recherche d'un niveau minimum de satisfaction dans un cadre organisationnel contraignant. Donc, le concept le plus important, rationalité limitée, car le décideur, c'est un individu qui a des capacité limitée de synthèse, d'abstraction. Ainsi, il ne peut pas acquérir et traiter l'information de façon complète. Il ne cherche pas une solution optimale, mais il cherche un minimum de satisfaction, ainsi qu'il y a la hiérarchie, il y a le cadre organisationnel
qui peut influencer ou qui influence cette prise de décision selon Eber-Simon. Les vidéos précédentes, nous aurons une diapositive dédiée à des exemples de questions. Donc, ce qui est intéressant, comme je le dis toujours, c'est la façon de poser les questions. Alors, en ce qui concerne cette 8e vidéo, question 1, citez le nom et le prénom du théoricien qui a considéré la prise de décision comme étant la fonction essentielle des dirigeants. Question 2, expliquez en détail le modèle décisionnel classique. Question 3, précisez le type de choix effectué par un décideur dans le modèle décisionnel classique. Question 4, le modèle d'Harvard s'intéresse à un type de décision, lequel? Question 5, que permet le modèle SWOT pour une entreprise? Question 6, à l'aide d'un schéma, présentez le modèle SWOT. Question 7, précisez des exemples de décisions stratégiques dans une entreprise. Question 8, pour quelles raisons Eber-Simon considère que la rationalité est limitée? Question 9, expliquez la relation entre la prise de décision et la théorie de la rationalité limitée développée par Eber-Simon. Question 10, précisez le type de choix effectué par un décideur dans la théorie de Eber-Simon. Question 11, comment est définie la prise de décision dans le modèle organisationnel élaboré par Eber-Simon? Question 12, expliquez en détail les types de décisions définis par Eber-Simon.